qui est lancé depuis moins d'1 an là? Entre 1 et 3 ans? Ok, plus de 3 ans. Et qui fait... Qui veut se lancer? Qui veut se lancer, oui. Très bien. Il y a des gens qui n'ont pas levé la main, on ne sait pas ce qu'ils font. Et qui fait moins de 50 000 € de CA annuel? On pose les bases tout de suite là. Okay. Ça me les fait dans le plat tout de suite. J'aime ça. C'est sûr. Qui fait plus de 100K? Entre 50 et 100, pardon. Ok. Qui fait plus de 100K? Ok, il y en a quelques-uns. Très bien. Parce que effectivement, le titre de la conf, c'est comment est-ce qu'on passe de 5 à 6 chiffres en freelance. Et vous voyez qu'on essaie d'avoir un déroulé logique. Avant Alexis, c'était comment est-ce qu'on trouve ses premiers clients, comment est-ce qu'on lance un peu la machine. Et maintenant avec Alexis qui va se présenter dans 30 secondes, c'est plutôt une fois que je suis lancé, une fois que j'ai fait 1 an, 2 ans d'activité, comment est-ce que je vais passer un peu à l'étape d'après. Alexis, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Je pense qu'il y en a. Bon, il y en a, oui. Alexis Michela, du coup j'ai 29 ans. J'ai démarré ma jeune carrière professionnelle dans une boîte qui est toujours d'ailleurs une plateforme de freelance. Donc avant de devenir vraiment freelance et de créer Tribuandé par la suite, j'ai un peu vu aussi l'envers du décor d'une plateforme de freelance et comment est-ce que ça se passait entre freelance et entreprise. Puis je me suis lancé en 2019 vraiment à temps plein en freelance. J'ai commencé en 2017 quand j'étais étudiant, et puis j'ai continué ensuite en 2019. Et 2019-2020, j'ai commencé à lancer un podcast qui s'appelle Tribuandé. Puis j'ai écrit un livre chez Erol qui parle de freelance. Et puis au fur et à mesure, j'ai développé des contenus et j'ai un petit peu mis de côté la partie freelance qui représente aujourd'hui, je dirais, 5% de mon temps et tout autant de mon chiffre d'affaires pour me consacrer à Tribuandé qui est un écosystème de contenu pour accompagner les freelances à développer leur business. Et donc il y a tout un tas de services qui va du livre à des programmes de formation, à des accompagnements individuels. Voilà. Avant d'être dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste expliquer ce que tu fais, ce que tu faisais en freelance et pour faire le lien avec la conf d'avant, comment est-ce que tu as essentiellement trouvé des clients? C'est quoi peut-être les 2-3 canaux et 2-3 leviers? Ouais. Du coup, moi j'ai commencé, j'ai fait pas mal de petits micro-changements. J'ai commencé sur de la rédaction. Donc mes 6 premiers mois de freelance à temps plein, je mets de côté les 2 premières années où c'était à côté de mon job, c'était des plus petites missions. Du coup, les 6 premiers mois, rédaction, je faisais que 2 choses, je vendais que 2 choses, des e-books, donc des livres blancs, et de la rédaction d'articles long format. Je faisais ça pour des startups, B2B, je commençais à aller vers du logiciel, des sujets un peu tech. Et puis au fur et à mesure, j'ai ouvert, je suis parti un peu plus sur la stratégie, un peu plus de conseils. Et ce que je fais encore aujourd'hui, c'est du copywriting. Donc j'adresse plutôt les sujets de conversion. Une entreprise fait venir du trafic sur un site internet, comment est-ce qu'on fait pour les convertir sur des demandes de démo, notamment pour des logiciels. Voilà ce que je fais. Et tes sources de clients? Et oui, mes sources de clients, c'était assez un tiers réseau, puisque j'adressais des startups, j'étais dans cet écosystème-là et donc j'avais planté des graines alors que j'étais salarié. Donc un tiers, je dirais, venait de là. Un tiers de prospection. Parfois on dit que la prospection ça marche pas, en tout cas pour moi ça a marché. Donc un tiers de prospection très ciblée pour aller signer des logos qui allaient me permettre ensuite d'aller chercher des nouvelles offres. Et je dirais un tiers bouche-oreille, recommandations, contenus divers et variés que je crée, quoi. Donc voilà, réseau, prospection et puis création de contenu. Ok. Et donc, bon, je connais un peu ton activité, donc toi tu as fait évoluer ton business un peu avec le temps, où tu as démarré plutôt prestation de service, comme tu as dit, tu écrivais des contenus, des articles, tu as lancé ton média, ton podcast, donc que tu as développé en parallèle, et progressivement, au fil du temps, tu as lancé des produits annexes, tu as parlé de ton livre, de tes formations, et ce qui fait que tu as progressivement remplacé ton activité de freelance par des produits plus scalables, en tout cas des produits que tu allais vendre, j'ai raison en disant ça. Aujourd'hui, c'est quelle part? Tu l'as dit avant, mais c'est 80-20 en termes de temps passé ou de chiffre d'affaires? C'est même 90-10 quoi. Donc 90 de produits que tu vends et 10% de services. Ouais, ce que j'inclus dans les services, il y a la partie exécution, donc très opérationnelle, j'accompagne un client. Il y a la partie accompagnement entreprise, donc là je fais pas pour eux, je leur apprends à faire. Et puis je mets dedans la partie parfois conférences, etc. dans d'autres sphères, quoi.
Donc la première question que je vais te poser, un peu provoque, me suis marqué, mais non, mais c'est en fait, on voit beaucoup tous les freelances qui, passé un certain stade, vont créer des formations, vont faire du coaching, vont faire toute la panoplie qu'on peut imaginer. Est-ce que c'est obligatoire de faire 6 chiffres? Ou est-ce que tu peux arriver à faire les 6 chiffres uniquement avec une activité de prestation de service à 100%? Alors, j'ai posé la question, c'est ceux qui faisaient plus de 100K, est-ce que vous faisiez que de la formation ou c'est de la presta, enfin que de la presta ou pas? Donc c'est possible. Ouais. Réponse courte. Non, c'est pas du tout obligatoire. Moi, effectivement, c'est le chemin que j'ai pris, mais parce que dans ma vision plus moyen terme, je voulais de nouveaux challenges, ouvrir un nouveau chapitre. Et d'ailleurs, le média Tribu Indé a pas vraiment de lien. J'adressais avec le podcast d'autres freelances comme moi, alors que mes clients sont des entreprises B2B. Et d'ailleurs, un des reproches. Un des trucs qu'on m'a dit quand j'ai lancé le podcast, on m'a dit mais quelle est la logique marketing? T'es marketeur, mais il n'y a pas de logique marketing dans ce que tu fais parce que tu es en train de créer un média qui n'adressera pas tes clients et donc qui n'intéresse pas tes clients. Donc pourquoi est-ce que tu fais ça? Moi, c'est juste que j'ai choisi d'aller construire un autre business, qui est un business model différent, avec certainement beaucoup plus de contraintes que de la prestation de service. Mais bien évidemment, si j'avais continué sur la presta, j'aurais stabilisé largement à 6 chiffres sur la presta de service. C'est possible de le faire, quoi. Et en sachant aussi que ton média, même s'il n'est pas centré sur le B2B, il t'a quand même ramené des clients parce que tu étais visible, parce qu'on voit ta tête, et puis on se dit, ah là, il a l'air bon. Qu'est-ce qui, selon toi, donc si on parle juste de prestat de service, donc voilà, imaginons quelqu'un qui est rédacteur, graphiste, développeur, c'est un peu plus facile, mais disons quelqu'un qui fait de la prestat de service, qu'est-ce qui différencie selon toi, j'allais pas dire le bon freelance du mauvais freelance, mais le freelance qui va faire une bonne activité peut-être à 5 chiffres, qui est déjà très très bien, du freelance qui va passer ce cap des 6 chiffres? Est-ce que peut-être ça se joue sur sa marque personnelle, on parlait avant? Est-ce que ça se joue sur les offres que tu packages? Est-ce que ça se joue sur d'autres choses? Qu'est-ce que tu vois? Ouais, déjà, c'est vrai que 6 chiffres, on entend beaucoup parler, ça fait beaucoup parler sur LinkedIn. Le fameux SMIC LinkedIn à 10K. Dont tout le monde parle. Il faut quand même remettre dans le contexte. Si on prend la fourchette base, donc 100 000 euros, j'ai refait le petit calcul, c'est quand même 8 600 euros de facturé par mois. Quand on sait que, globalement, la moyenne de TJM, tout métier confondu, on est pas loin de 400 euros. Et que, globalement, si vous travaillez à peu près 14 jours dans le mois, donc si on fait 20 jours de travail, 14 jours facturés, et que vous prenez un mois de vacances, ça fait des TJM à 700 euros. Quoi. Donc c'est pour rappeler que c'est pas non plus une norme, une obligation aussi, et que moi je connais plein de freelances qui font plus de 100 000 euros, qui ont moins d'argent sur leur compte bancaire que des freelances qui font 50 ou 60 000 euros. Donc c'est sympa pour l'ego et pour LinkedIn, mais c'est pas une fin en soi. Quoi. Je veux dire, ça fait des beaux posts LinkedIn par contre. Ça fait des beaux posts LinkedIn avec du like, effectivement. Mais donc du coup, pour revenir à la question, qu'est-ce qui différencie globalement un freelance qui peut faire entre 30 et 60 et puis un freelance qui fait globalement 6 chiffres? Je pense que tu as différents paliers. Déjà, il y a le palier un peu état d'esprit. Ça fait très développement personnel de dire ça, mindset. Mais c'est une réalité. Et je dirais qu'il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est un peu le mode bulldozer. C'est-à-dire que tu discutes avec quelqu'un qui fait 100K ou qui veut aller chercher les 100K, il se pose pas les mêmes questions de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ose pas le faire, j'ai peur que le client dise non, etc. C'est machine, quoi. Il faut y aller, dans tous les cas, il faut aller facturer, il faut aller chercher des clients, il faut aller se prendre des portes, il faut lancer des actions. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc aussi, mine de rien, sur la partie état d'esprit, après je rentrerai sur les trucs vraiment pragmatiques, c'est rapport à l'argent. C'est bête, mais en fait, il y a plein de freelances qui s'auto-sabotent. Et moi, le premier, quand j'ai commencé, je me disais, mais je peux quand même pas facturer aussi cher. Je faisais le calcul par rapport à ce que j'étais payé en salarié. Je me disais, mais je suis en train de les voler là, c'est pas possible. Quelqu'un qui veut aller chercher 100K, il n'y a plus de sujet de est-ce que je suis trop cher, j'ai peur d'être trop cher par rapport à mon concurrent à côté. En fait, ça y va. Alors, ils ont d'autres sujets sur l'argent, hein, mais le sujet de je suis pas assez cher, est-ce que mon prix, ma valeur vaut ce que je suis en train de facturer, est-ce que je vais pas passer pour un imposteur, on l'a beaucoup moins. Donc ça, c'est sur la partie état d'esprit. Après, sur la partie maintenant offre, donc forcément pricing est beaucoup plus élevé. Y a pas là pour le coup c'est mathématique. Hein.
On va y revenir après, ça m'intéresse, mais ouais, effectivement, il faut vendre plus cher. Déjà, c'est une condition. Enfin, tu as un peu de choix. Soit tu vends plus de choses, enfin à plus de gens, ou alors tu vends à moins de gens, mais plus cher. C'est ça. Souvent, quand tu fais de la prestation de service, ton temps il est compressé, limité, forcément ton temps. Ouais. Sur les offres, ce qui est intéressant, c'est que c'est des offres qui sont pré-packagées souvent. C'est-à-dire que t'es pas en mode full flexible, t'es en mode voici comment je bosse, ça coûte tant, c'est plutôt ça. Ouais. En fait, moi j'aime bien dire qu'en freelance, tu vends rarement la réalité, c'est que tu vends rarement du sur-mesure. Sauf si tu fais vraiment un métier. Et même, tu vois, j'ai en tête des graphistes qui parfois reprennent des pistes qu'ils ou elles ont fait pour d'anciens clients pour repartir sur des nouveaux clients. Donc, la réalité, c'est que l'idée, c'est de standardiser ton service, mais de le personnaliser ensuite en fonction de tes clients. Donc, tu vois, tu n'es pas vraiment sur du sur-mesure où tu recommences de zéro. Et ça, mine de rien, ça te fait gagner du temps. Or, le temps, bah, c'est la variable d'ajustement entre un freelance qui fait 50 ou 100, c'est de la suroptimisation de son temps. Et là-dessus, tu le vois, c'est optimiser en avant-vente, comment je qualifie mon client, comment est-ce que je prépare un rendez-vous client, combien de temps dure un rendez-vous client, ça c'est le premier point. Optimisation sur la phase de vente, propal, discussion, négociation, réponse aux objections, processer sur démarrage d'un projet, réunion, suivi des docs projets, et on recommence pas de zéro, quoi. Tout est templétisé, tout est ajusté, suivi du projet tout au long de la mission, clôture de la mission, prise de feedback. En fait, tout est ultra processé, quoi. C'est une recette que les gens appliquent le plus possible. Et ensuite, il y a des sujets de, par exemple, délégation. C'est-à-dire que tu vois, sur des métiers type rédaction, je sais qu'on va parler sûrement des quel type de métier est plus à même d'aller chercher ces chiffres-là, mais il y a aussi un sujet de délégation, puisque l'opérationnel, il faut que tu puisses en sortir le plus possible. Et donc, il faut aller chercher aussi la délégation pour faire entrer plus de projets. Ouais, hyper intéressant. Et niveau concrètement, comment est-ce que tu fais pour avoir un flux de clients réguliers? Parce que tu as beau avoir les meilleurs process du monde pour qualifier le client, mais il faut que les gens viennent à toi. Il faut que tu ailles à eux. Donc, qu'est-ce qui différencie un peu Tu as deux sujets, et qui sont dans tous les cas liés. Le premier, c'est effectivement, tu as quand même une marque personnelle forte. Alors moi, je différencie quand même la partie marque et média. Ouais. C'est-à-dire, faire des posts sur LinkedIn, je ne considère pas que tu as un média que tu fais des posts sur LinkedIn. C'est bosser ta marque personnelle, ta crédibilité, etc. Mais c'est pas un média en tant que tel. De la même manière que si tu fais des posts Instagram, moi je parle de LinkedIn, mais... Donc, marque personnelle extrêmement forte. Qui veut dire marque personnelle forte ne veut pas dire que tu deviens un influenceur LinkedIn ou Instagram. Tu deviens en revanche un incontournable ou une incontournable sur ton marché d'activité. J'ai en tête des gens qui sont incontournables sur de la réflexion, design thinking, etc. dans les boîtes du CAC 40. Je pense à Rémi notamment. Ses clients cibles, c'est 120 boîtes en France. Je pense à d'autres clients qui sont d'autres freelances qui sont focalisés e-commerce. C'est des superstars côté e-commerce, mais tu n'en as peut-être jamais entendu parler. Donc il faut différencier aussi de dire je suis crédible, j'ai envie de bosser ma crédibilité, donc il faut que je fasse plein de likes sur LinkedIn, etc. Non, il y en a qui sont extrêmement bons, qui sont dans des réseaux d'affaires que personne ne connaît, des cercles. C'est pas que ce qu'on voit. C'est vrai que sur LinkedIn, on confond un peu le reach. Je touche un maximum de monde versus je touche les bonnes personnes. Je les touche vraiment. Donc il y a ce sujet-là. Le problème du contenu, de la partie média, etc., c'est que vous n'avez pas vraiment de contrôle, quoi. C'est-à-dire que vous dépendez des algos, vous dépendez de la qualité de votre contenu, ça met du temps, du bouche à oreille, etc. L'autre option, c'est la partie prospection. Comme le fait n'importe quelle entreprise dans le monde aujourd'hui, sauf que vous êtes tout seul et donc il y a aussi la partie commerciale à prendre en compte, et comme le fait des agences par exemple. C'est vrai qu'en tant que freelance, on se dit le commercial, la prospection, j'ai pas forcément envie. Alors quand on pense à n'importe quelle boîte, le premier rôle qu'elle recrute, le premier rôle clé même de fondateur, c'est un vendeur en fait. Et d'ailleurs, une des qualités clés des personnes qui vont chercher les 100K, c'est que c'est d'excellents commerciaux. Alors personne n'est commercial et tout s'apprend, mais c'est des excellents vendeurs. Non pas des vendeurs de tapis, mais des vendeurs qui connaissent leurs compétences, ont les bons argumentaires en face, connaissent exactement les besoins du client, ont leur méthodologie en tête, et donc déroulent en fait à chaque fois chaque présentation commerciale. On parlait tout à l'heure de Little Big, je suis sûr que, j'espère ne pas me tromper, mais il y a probablement une équipe commerciale qui va chercher les projets
pour les donner aux différents freelances qu'il y a sur les plateformes. Ouais, je pense aussi. Et ce qui est intéressant, c'est parce que souvent ce truc de ah mais il y a plein de freelances qui font les 100K, je pense, mais qui ne créent pas de contenu. Et c'est pas une obligation, c'est une option parmi d'autres. Et je pense que la clé, c'est un peu de voir moi ce que je veux faire, les cartes que j'ai besoin de moi, qu'est-ce que je vais activer ou pas activer. Et on peut très bien faire une activité, je pense qu'il repose que sur le bouche à oreille. Je pense que Rémi, tu citais avant, il fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. Réseau, after work, il est toujours au resto avec des prospects, des clients, c'est hallucinant. Je regarde son agenda, il me dit ça passe pas par LinkedIn et autres, mais par contre je suis tout le temps à droite à gauche, à demander des intros partout. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas vouloir aller faire 100K et rester dans son canapé en se disant j'espère que ça va arriver, quoi. Oui, c'est sûr. On a parlé rapidement avant, on a effleuré le sujet du côté de... à un moment, il faut forcément augmenter tes prix si tu veux aller vers les 6 chiffres. Bon, je sais que c'est un sujet qui touche à plein de choses, mais ce serait quoi peut-être les 2-3 leviers, les 2-3 actions qui font que tu vas pouvoir augmenter ton prix? Ta crédibilité, c'est le contenu que tu crées, c'est quoi concrètement? Déjà, je pense que le prix, tu l'augmentes progressivement. C'est-à-dire que, je le vois parfois, ça fait un peu l'américain en fait. C'est-à-dire que on a signé 2 missions, ça s'est bien passé, on se dit en fait, vas-y, je double mes prix, quoi. Je double mes prix, tout le monde me dit de doubler, que c'est pas assez cher, etc. Je pense qu'il faut être assez cadré aussi avec sa feuille de route à soi et de se dire, ok, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pendant 6 mois, j'ai exécuté. Pendant 6 mois, j'ai fait 2 choses, mais j'ai essayé de les faire le mieux possible pour me créer le plus de références possible, monter progressivement ma jauge de crédibilité, et ensuite augmenter progressivement mes prix, aller sur des missions qui sont plus rémunératrices, un peu plus décorrélées de mon temps aussi, et au fur et à mesure, en fait, on engrange la machine. Donc forcément, il y a aussi un sujet, c'est que en fonction de votre métier et de ce que vous proposez à vos clients, il y a un moment où il y a un plafond, quoi. C'est-à-dire que je sais pas s'il y a des rédacteurs ou pas rédactrices dans la salle. Ouais, je pense qu'il y en a pas mal. Globalement, moi je connais, alors je peux me tromper, hein, mais je connais assez peu de rédacteurs qui sont à 1000 € la journée de rédaction d'un article. T'as beau être le meilleur, juste le marché, il n'y a pas de marché. Donc tu peux dire sur LinkedIn encore une fois, je facture un cas mes journées d'articles, mais tu n'auras pas de clients. Donc il y a un moment où il y a un plafond de verre où tu ne peux pas augmenter, tu es déjà au maximum, tu fais partie du top du panier. Et donc c'est là où c'est intéressant de se dire, ok, maintenant que j'ai fait ça, comment est-ce que je peux aller chercher d'autres problématiques potentiellement chez mes clients, d'autres problématiques pour lesquelles je peux déjà créer la différence via toute l'expérience que j'ai accumulée, premier point. Et deuxième point, des problématiques pour lesquelles les clients sont prêts à payer plus cher. Et là je m'explique, c'est de manière, là pour le coup c'est assez direct, plus les prestations que vous vendez, plus elles sont corrélées au chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'elles ont un impact plus ou moins direct au chiffre d'affaires, plus ça va être facile d'aller chercher des gros prix, des gros pricing. Je vous prends des exemples. Il y a des métiers qui sont avantagés. Donc on a parlé des devs, on les met de côté parce que compétences techniques, pénurie marché, etc. Mais si on prend les sujets marketing, quelqu'un qui vend de l'ADS, si ça se passe bien, il n'y a aucune raison que tu n'ailles pas chercher 80, 100 000, 120 000 € parce que directement corrélé au chiffre d'affaires. Le ROI, il est rapide. Tu peux calculer le ROI de manière très claire. On a dépensé tant, tu t'es coûté tant, on a généré tant. Donc globalement, tant que tu rapportes plus que tu coûtes, tu es dans une opération gagnante avec en plus de la récurrence. C'est là où moi je peux facturer beaucoup plus cher quand je travaille sur des sujets de conversion. Parce que je sais que mon client, quand il a un rendez-vous qui est booké avec un commercial, globalement, il en signe 1 sur 2 et ça lui rapporte 10 000 € par mois, ou par an, peu importe. Je suis capable de prédire potentiellement, si j'augmente de X% ta conversion sur la page, si on fait bien le job, ça va te rapporter tant en fin de tunnel. Et donc en fait, mon prix, si tu veux, est plus mis en corrélation avec d'autres concurrents, le marché, etc., mais mis en corrélation par rapport aux résultats espérés que je peux donner. Ce qui fait que tu peux facturer déjà beaucoup plus cher et c'est beaucoup moins corrélé au marché. Donc, plus vous vous rapprochez de sujets qui sont corrélés au chiffre d'affaires, plus ça va être simple, entre guillemets, en tout cas, c'est beaucoup plus accessible d'aller augmenter tes prix. Il y a un peu l'espèce d'offre irrésistible qu'on voit parfois en ce moment arriver, c'est tu me payes pas, et tu me payes seulement sur le chiffre d'affaires que je génère. Un peu le truc qu'on voit partout arriver. C'est un peu le truc ultime de ça. Mais ça marche pas pour tous les métiers malheureusement. Si tu fais des articles ou si tu fais même du design, du graphisme, c'est compliqué.
Ouais, alors par exemple, design graphisme, c'est de se dire aussi, tous les marchés sont pas prêts pour vous pour aller chercher 100K. Typiquement, vous bossez pour des assos, allez, on va dire des assos ou des jeunes startups qui ont jamais levé d'argent, qui ont 10 stagiaires et 2 fondateurs. Il y a un moment où, oui, enfin, je veux dire, le volume et mathématiquement, ça va être compliqué d'aller chercher du 100K. Mais par exemple, tu vois, je me dis, graphiste, DA, quels sont les marchés qui ont le plus besoin de ça ou pour lesquels, par exemple, les visuels sont les plus importants? Je me dis e-commerce, tu vois. Si tu as une œuvre qui est packagée pour bosser sur, je sais pas, les packaging produits, les visuels produits dans l'e-commerce, ça a un enjeu énorme en termes de conversion. Je me dis, forcément, tu peux facturer beaucoup plus cher que sur une start-up B2B qui se dit, bon, de toute façon, c'est la dernière de ma priorité, on a une identité graphique faite par le stagiaire pendant 1 an, on peut continuer comme ça, quoi. Ouais, c'est un peu je caricature, hein, mais... c'est un peu le truc de... En fait, il y a les bons et les mauvais clients. Les mauvais clients, soit ils n'ont pas le besoin, ils n'ont pas de budget, et donc tu peux t'acharner, mais ça sert à rien. Ou tu peux dire, bon, en fait, j'adapte mon offre pour les bons clients, à savoir ceux qui ont du besoin et du budget. Exactement. Et tu as un peu ce truc aussi qui est intéressant, c'est tu peux tomber amoureux de ta solution en disant, je vends ça et rien d'autre. Ah, moi, je bosse que avec ces boîtes-là, ou je bosse que dans ce marché-là. Moi, tu t'interdis d'aller ailleurs. Et la question, c'est aussi, c'est à quel point est-ce que tu dis juste je suis agnostique et je fais juste ce que le marché veut, ou est-ce que je viens avec une approche tout de suite? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'il faut que et c'est très lié au positionnement. Tu sais, je suis sûr qu'il y en a dans la salle qui se sont dit ça. On vous dit il faut se spécialiser, il faut se nicher, il faut être très très spécifique, et on se dit ouais, mais on va se couper des clients. Je pense qu'il faut décorréler l'approche commerciale où on va chercher des clients qui viennent à nous. Je m'explique. Des clients qui viennent à toi, mettons, je me suis spécialisé sur des grands comptes. Tiens. Il y a une startup qui vient me voir en me disant on a un budget, on a cette problématique, est-ce que tu peux nous aider? Si j'ai du temps, de la dispo, que le projet est cool et qu'il y a de l'argent, j'aurais tort de ne pas y aller parce que je me suis dit non, mon positionnement c'est grand groupe. Donc quand ça vient à toi, let's go, prends, si tu peux aller chercher plus d'argent, un projet cool, un nouveau logo, go, vas-y. En revanche, le positionnement, en fait, il t'aide surtout dans ton plan d'action pour aller chercher des clients. 100K, tu iras pas ils ne viendront pas tout seuls. 200K, 300K, ils ne viendront pas tout seuls, donc il va falloir que tu ailles faire des actions commerciales. Et c'est là où ton positionnement t'aide. Parce que en signant des missions sur un même secteur d'activité, c'est toujours plus simple de dire tu sais quoi, j'ai bossé avec machin sur le même secteur d'activité, voilà ce qu'on a fait ensemble, ça a pris 3 mois, ça a coûté tant, voilà les résultats, est-ce qu'on avance ensemble? Donc en fait, ton positionnement, il est surtout là quand toi tu vas faire la démarche d'aller chercher des clients. Ouais, hyper intéressant. Dernière question, et après on va peut-être prendre 2 questions. Si demain, là, on te dit, tu repars à zéro avec une activité de ce que tu fais, du copywriting, de content, de rédaction, ce serait quoi ton plan d'action, grossièrement, hein? Pour aller au 100K, c'est ça? Pour aller au 100K. Tu te dis, cette année, là, je fais 100K, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta priorité? Qu'est-ce que tu ne fais pas aussi? Intéressant, qu'est-ce que tu ne fais pas? Déjà, je pense que je me laisse 2 ans, tu vois, 2-3 ans minimum, parce que, alors bien sûr, il y a des exceptions, il y a des métiers qui permettent de le faire beaucoup plus vite, mais... C'est vrai qu'on voit que les succès, mais en fait, on voit pas que ça prend du temps, et on se dit, il a fait en 6 mois, alors que la réalité, c'est que ça fait 5 ans qu'il est dessus, il le dit pas, quoi. Exactement. C'est toujours plus simple de communiquer sur des succès que des échecs, quoi. Qu'est-ce que je ferais? Déjà, je pense que, tu vois, si ça avait été à refaire, donc sur la partie aller chercher 100K, sur la partie média, globalement, je referais ce que j'ai fait avec les blindés, pour l'instant ça se passe bien. Sur la partie freelance, pour aller un peu plus vite, je pense que je serais tout de suite parti sur des sujets qui sont directement corrélés au chiffre d'affaires. Potentiellement, soit je serais resté sur la partie copie, soit je pense que j'aurais été chercher de l'ads, parce que je me rends compte que besoin sur n'importe quel marché, il y a des marchés qui sont plus porteurs que d'autres. Donc du copywriting d'ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Ouais, potentiellement, ouais. J'aurais fait ça. Pendant 6 mois, j'exécute. Le but du jeu, c'est de peaufiner une méthodologie à moi, peaufiner mes process. En fait, essayer d'intellectualiser toute la démarche que je fais pour me dire, ensuite, on lâche les vannes et en fait, on attaque, on prend le plus de missions possible. Tu le fais pour toi ou pour des clients? Pour des clients. Ouais. Alors, et comment tu trouves ces clients? Je reprends le même triptyque que j'ai eu. Je pense que j'accentue réseau,
Donc en fait, je commence à me positionner sur un marché sur lequel j'ai déjà quelques billes où je sens que je peux avoir quelques intros. Premier point. Et deuxième point, j'accélère beaucoup plus la prospection que la création de contenu à court terme, parce que mon but du jeu, à 6 mois, c'est d'exécuter, d'avoir le maximum de clients. On part du principe que j'ai peu de compétences, quoi. J'ai peu de crédibilité encore sur le marché. Et donc le but du jeu, c'est d'aller signer des clients. Et donc je pense que je mets même en place des offres extrêmement agressives en me disant je vais cibler des boîtes, mettons, je me focalise sur des e-commerçants, je cible des boîtes qui ont une bonne marque, une bonne image, qui vont me permettre après d'aller chercher de la crédibilité. Et je pense que je vais leur faire une offre en mode on se lance ensemble, si ça améliore vos conversions sur vos ads, je prends un billet, sinon c'était cool, on a bossé ensemble. Et là, j'enchaîne les missions, je fais 6 mois, je fais exclusivement ça, j'affine la méthode, je commence à communiquer dessus, je commence à communiquer sur tous les cas clients. Tu vas sur LinkedIn et tu racontes... ouais, LinkedIn, je crée des pages, je crée des Google Docs que j'envoie en prospection. Et ensuite, je signe le plus de clients possible. Je pense que je délègue une partie. Vu que j'aurais vu le process pendant 6 mois sur 10, 15, 20, 30 boîtes, je vois ce qui a plus ou moins de valeur pour le client, ce que je peux facilement déléguer. Et en fait, je m'arrête plus, quoi. Et je continue vraiment prospection, parce que, enfin... tu m'as dit appuie sur le pied au plancher, quoi. Donc je m'arrête pas et je commence, parce que stratégie long terme, je commence à pas créer un média, mais à me dire ok, l'objectif, j'ai 2 ans pour être la référence copywriter pour tous les e-commerce. C'est-à-dire qu'un e-commerce qui veut bosser ses ads ou ses pubs ou ses pages produits, il doit penser à Alexis, quoi. Et donc ça, contenu. LinkedIn, pourquoi pas, mais je me dis LinkedIn, ok, mais tu vois, e-commerçants, je me dis, ils sont sûrement peut-être sur du TikTok, tu vois, j'irai peut-être sur ça, contenu B2B qui arrive sur TikTok, je me dis, je me positionne maintenant, j'ai le canal prospection qui arrive, le bouche-oreille, je pense que je mets en place de l'apport d'affaires assez agressif aussi avec mes clients existants, disant que tu me ramènes un client, je sais pas, je te paye un très très bon resto, on s'arrange, quoi, on fait un truc. Non mais mine de rien, non mais t'as raison. En fait, il faut aller chercher tous les cadeaux, quoi. Ouais. Et je pense que vraiment le cadeau contenu, ça doit pas être une prio. Tu vois, sur mon échelle de temps sur la semaine, c'est pas là où je passe le plus de temps. Encore une fois, si je veux aller chercher le plus rapidement possible les 100K. Bien sûr. Si tu veux prendre ton temps, etc., tu peux faire différent, mais voilà comment je ferais. Ouais. Oui, je pense que si tu as l'optique de faire vite, haut, il faut avoir une approche très agnostique de dire ok, où est-ce que j'ai le ROI le plus garanti, le plus rapide devant moi, quoi. Et je prends toutes les missions et par contre, faut pas avoir peur d'avoir une grosse charge de travail. Je pense que clairement, tu bosses beaucoup, quoi. Enfin, faut pas se mentir. Tous les gens ont une charge mentale, une pression forcément, quand tu vas chercher des 100K annuels, tu as des TGM qui sont élevés, donc tu as des exigences clients qui sont aussi extrêmement élevées. C'est pas aussi confortable que quand tu faisais des petites missions tranquilles, quoi. Mais on n'a rien sans rien. Voilà. Belle conclusion. C'est beau. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je passe le micro ou le mien? On passe un micro? Non? Ouais. Une question là-bas. Vous êtes convaincu par le plan ou pas? Ah, c'est pas mal. Pas mal en vrai. C'est bon, je suis le coup du resto, je continue. Mais ça, c'est un bon truc, hein. Parce que compliqué, quand vous faites de l'apport d'affaires, ça c'est intéressant. Quand vous faites de l'apport d'affaires avec une boîte, c'est compliqué de dire, quand vous êtes entre freelance, vous pouvez refacturer en disant, bah voilà, je t'ai amené une mission, je prends 10% sur ce que tu signes, etc. C'est solopreneur, donc ça marche. Quand vous êtes salarié, c'est compliqué. Qui vous payez, le salarié, vous le payez sur son compte perso, enfin c'est compliqué. Et donc, généralement, ils sont assez friands, resto, cadeaux, ce genre de choses. Moi, dans une de mes toutes premières boîtes, mais non, mais c'est ce qu'on faisait, apport d'affaires, je me souviens, on appelait ça le tapis rouge, quoi. C'était resto, iPad, mais en fait, on reste positif, quoi. C'est-à-dire que le retour sur investissement, il est positif. Ça nous a coûté 500 euros, 1000 euros d'investissement. Si l'apport d'affaires nous a rapporté 5K ou 3K en récurrent mensuel parce que je fais de l'ADS et que le client il reste 6 mois, en fait j'ai tout gagné, quoi. C'est ça, oui, voilà. Oh là, je la sens. Non, c'est même pas une question finalement. C'est plus un point que tu n'as pas trop abordé et je trouve important, c'est
l'aspect fidélisation, finalement, quand on veut atteindre les 100K, moi, c'est un exemple que j'ai, c'est finalement le fait d'avoir un chiffre d'affaires là, c'est surtout le temps et d'avoir gardé les très bons clients qui payaient bien, qui n'étaient pas chiants sur l'émission, pas piqués. Et je trouve que c'est vraiment un point super important là-dessus. Mais c'était pas une question, je trouvais juste important. Oui, effectivement, on aurait pu en parler sur le package d'offres. Pour moi, il faut que tu aies une offre assez irrésistible, packagée avec de la récurrence. Tous les métiers ne le permettent pas, d'où l'intérêt d'être sur des métiers où il y a toujours, soit il y a une charge de travail qui fait qu'ils font appel à toi tous les mois ou tous les trimestres. Et ensuite, je pense que c'est quand même pas mal de garder à côté des missions un peu one-shot. Parce que c'est là où, globalement, les missions one-shot, ça va être quoi? Ça va être soit tu fais de l'exec, mais potentiellement, quand tu vas chercher 100K et que tu commences à avoir la crédibilité, tu fais un peu moins d'exécution. Donc tu vas être sur du consulting. Donc tu fais pas pour eux, mais tu leur apprends à faire. Des workshops, des ateliers. Et là, pour le coup, tu peux marger parce que les références que les clients ont, c'est des références typiquement d'agences, de grosses entreprises, /ESN, consulting. Et toi, côté solo, si un jour tu arrives à avoir des prix d'un cabinet de conseil, là c'est royal. Donc ouais, je pense que c'est bien d'avoir le mix, récurrent effectivement, mais avoir quand même quelques one-shots, quelques slots dans lesquels tu peux beaucoup plus marger, tu vois, sur des workshops, sur du consulting, ça prend pas beaucoup de temps, c'est du one-shot, t'es payé directement, c'est pas mal aussi même pour ta trésor, quoi. Merci en tout cas Alexis pour ton témoignage. Tout à l'heure tu as parlé de processus d'avant-vente, de vente, de méthodologie, d'exécution, de delivery. Tu as parlé également de délégation. J'ai pu remarquer que sur certaines missions, notamment sur de la rédaction, on pouvait plus ou moins mettre à profit nos clients. Donc en fait une délégation de tâches en termes de cadrage, en termes d'informations qui pourraient provenir de la part du client. Je voulais savoir quelle était la limite de la mise à profit du client pour le travail d'exécution. Je ne sais pas si tu avais déjà eu de la réflexion autour de ça. Et sinon, de manière plus large, comment déléguer un retour d'expérience ou des conseils. Je commence par la fin. Rejoindre des bootcamps de tribu en D, on verra tout ça. Non, comment déléguer? En vrai, je ne sais pas s'il y a de bonnes pratiques. Moi, je suis en plein dedans, donc je pense que j'ai encore plein de trucs à apprendre. Mais ouais, en fait, c'est processer. Il y a un truc qui peut clairement t'aider et qui peut aider tout le monde là-dessus, c'est documenter tout ce que vous faites. Non pas publiquement, on s'en fout, mais documenter, ayez un espace dans lequel vous documentez tout ce qui se passe sur vos missions. Comment c'est passé. Et donc, alors moi, j'appelle ça des post-mortem, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Une sorte de bilan, ouais, ça fait un peu... ça s'appelle comme ça. Voilà, exactement. Et de se dire, ok, tiens, sur ce client-là, à la fin de chaque mission, par exemple, je rebalaye tout ce qui s'est passé. Comment s'est passé l'avant-vente, comment est-ce que j'ai senti le... Donc j'ai tout un tas de questions auxquelles je réponds, qui me permet en fait, sur chaque mission, de gagner en compréhension, d'éviter des futures erreurs sur des prochaines missions, et de documenter tout ce que je fais. Comment est-ce que je passe sur de la rédac, comment est-ce que tu construis une intro, quel genre de documents tu demandes de manière récurrente à tes clients. Et donc tout ça, juste faire des documents de process, qui permet, une fois que tu délègues à quelqu'un, de lui dire tiens, lis déjà ce document-là et ça te montre un peu mon process de création. Demande tel et tel document ou tu auras accès à tous ces documents-là dans ce dossier-là. Ça, c'est un truc que très très peu de freelance font parce que tu es dans le rush de tes clients et donc tu ne penses pas documenter. Tu te dis de toute façon, c'est dans ma tête et c'est OK. Le jour où tu veux grossir, scaler, tout ce que tu veux, tu t'en mordras un peu les doigts de ne pas avoir mis suffisamment de process au fur et à mesure d'écrire tout ce qui se passe dans ta boîte. Donc ça, c'est pour la partie délégation. Et la première question sur, jusqu'à quand tu fais bosser ton client? Compliqué parce que plus tu augmentes tes prix, plus ton client achète de la sérénité et veut pas bosser, quoi. La réalité, c'est ça, ou en tout cas n'a pas les compétences. Et donc, le but, c'est je te paye cher, mais par contre, j'ai pas à m'en occuper. Tu achètes une belle voiture, ce que tu veux, c'est que si elle est en panne, ils viennent te chercher, ils te ramènent, ils payent l'hôtel, machin, etc. T'as pas envie de te prendre la tête de qu'est-ce que je vais faire, à quel moment. Donc c'est difficile. Jusqu'où tu peux aller, en fait, c'est la question, on peut en parler tout à l'heure si tu veux, ça dépend vraiment de ton métier, tu vois. Tu peux pas demander le même niveau d'implication
Un client pour qui tu fais de la rédaction, par exemple, tu vas pas lui demander d'écrire, tu vas pas lui demander de faire la recherche, il te paye pour ça. Versus, par exemple, un graphiste qui a fait une identité visuelle, bah, tu peux faire bosser le client en disant bah, voilà ma méthodologie, voilà comment je crée mes moodboards, vous êtes 5 dans l'équipe, faites-moi 5 moodboards, et ensuite on se fait une session d'une demi-heure, on met en commun, je centralise ça, je vous fais une présentation. Ça dépend vraiment des métiers pour le coup, jusqu'où tu vas en termes de niveau d'implication. Mais l'idée c'est que bah, plus tu payes cher, plus tu factures cher, moins tu impliques le client au fur et à mesure de la mission d'un point de vue travail, quoi. Voilà. Ou alors tu le fais travailler sans qu'il s'en rende compte. Ah, il est pas bête, hein. Tout dépend de tes clients, quoi. Je veux pas juger tes clients, mais ils s'en rendent vite compte quand même. Hein. On fait une petite pause de... Désolé, après il y a des questions pour l'apéro, donc allez-y. On fait un petit quart d'heure de pause pour faire pipi, boire de l'eau, etc. Et après on finit par le plus spectacle Samuel qui s'est bloqué le cou. Donc il faudrait être très indulgent avec lui. Mais voilà, donc il est 41, on se retrouve à 55 ? Ouais, nickel. Parfait, merci. Merci.